Bonjour à toutes et à tous. Donc, très heureux d'être avec vous ici à Capitole du Libre. Donc, je me présente, Valentin Geffroy, je suis ingénieur système embarqué chez IET-BZH. Nous, on travaille beaucoup dans tout ce qui est open source. Et en ce moment, on a pas mal de domaines d'expertise un peu différents, que ce soit dans l'automobile, dans l'énergie, dans l'aéronautique, dans le maritime, dans le ferroviaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'open source. Le sujet aujourd'hui, ça va être sur un système Linux, comment assurer l'intégrité de fichiers et par ailleurs aussi leur authenticité. Donc pour ça, on va utiliser un Hardware Security Module, un HSM. Donc il faut savoir que ce projet que j'ai mené dans mon entreprise, je vais vous parler ici donc, de beaucoup de choses qui sont liées au noyau Linux. Il y a quasiment tout est disponible sur GitHub ou sur le Git du noyau. Donc vous pouvez aller vous documenter, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais commencer par introduire une fonctionnalité du noyau peut-être que vous connaissez qui s'appelle FS-Verity. Donc File System Verity, ça va être de l'intégrité de fichiers et l'authenticité sur des fichiers qui sont en read-only. On l'a choisi dans ce projet parce qu'en fait c'est une fonctionnalité qui permet d'avoir un système de fichiers qui soit en lecture-écriture, c'est-à-dire qu'on va uniquement faire des opérations sur des fichiers. Il y a des gens peut-être qui connaissent DMVerity dans la salle. Et DMVerity, le problème, c'est que ça bloque tout le système de fichiers en lecture seule. Donc nous, on voulait avoir sur notre distribution Linux, pouvoir faire des mises à jour sur des fichiers. Donc il a fallu mettre en place ce mécanisme. FS-Verity existe depuis le noyau 5.4 pour ext4 et F2FS, 5.15 pour BTRFS, et c'est en cours de développement pour XFS. Il faut savoir que c'est actuellement bien maintenu, puisqu'il y a des efforts qui sont faits pour le noyau 6.18. Donc ça va être bientôt sorti sur pas mal d'améliorations sur la fonctionnalité. À la base, c'était prévu pour Android, et c'est toujours disponible sur Android d'ailleurs, pour tout ce qui va être intégrité d'applications, les APK. Si vous voulez utiliser FS-Verity, il faut avoir un système de fichiers qui supporte Verity, donc ext4, F2FS, BTRFS. Et il faut savoir que vous devez, sur le noyau, intégrer des configurations particulières, donc le recompiler si possible, ou alors prendre une distribution qui supporte Verity par défaut. Par ailleurs, donc sur la figure de droite, je vous ai mis où est-ce que Verity se situe dans le système de fichiers. Donc sur Linux, on distingue deux mondes, le monde user space et le monde kernel space. Donc le user space, c'est là où vous avez vos applicatifs. Ils font donc des opérations, par exemple, d'accès à des fichiers. Et la particularité d'FS-Verity, c'est qu'on va avoir un système de fichiers virtuel, là où il y a la logique d'FS-Verity. Et ensuite, la logique fait qu'avec un arbre de Merkle, on va aller voir ce que c'est juste après, on est capable d'avoir des hashes sur des blocs du fichier. Et avec des opérations, il faut savoir qu'FS-Verity est très bien intégré au bloc device subsystem, donc pour tout ce qui est lecture de fichiers. Sur votre droite encore, vous avez donc là le fameux arbre de Merkle. Donc l'arbre de Merkle, c'est quoi? Ça va être pour un fichier, le fichier, on va le découper en blocs. Pour chacun des blocs, on va faire donc un hash. Par exemple, ça peut être un SHA-256. Et au fur et à mesure, on va descendre jusqu'à arriver à une racine. Donc on va faire des hashes de multiples hashes jusqu'à arriver à un root hash. C'est beaucoup de hashes. Il faut savoir que l'arbre de Merkle est plus efficace que juste faire un hash sur un fichier, parce que l'arbre de Merkle, si vous voyez un peu l'arborescence, au fur et à mesure des opérations, si vous voulez accéder à un seul bloc en particulier de votre fichier, eh bien, le calcul va être fait sur un bloc et comparé par rapport à l'arbre de Merkle. Ainsi, lorsque vous avez un accès à un seul bloc en particulier de votre fichier, ça évite de calculer tous les blocs du fichier, et donc on est plus performant que juste faire un hash sur le fichier. Alors, une utilisation basique d'FS-Verity, ça va être une utilisation peut-être que vous pouvez faire de votre côté, mais exposée à une vulnérabilité. Donc là, ici, j'ai pris une distribution OpenSUSE assez récente, OpenSUSE 16. Il faut savoir que Verity est disponible sur pas mal de noyaux sur les distributions classiques. Donc là, j'ai pris une distribution tout à fait récente, en noyau 6.12. Donc pour l'exemple, j'ai créé un bloc device virtuel avec un système de fichiers ext4. Mais vous pouvez prendre n'importe lequel où Verity est supporté. Il
faut savoir ensuite qu'il existe des librairies côté user space, donc FSVerity Utils, qui est pareil, développé par Eric Biggers, qui est un des mainteneurs de cette librairie-là. Pareil, open source aussi. Et il faut savoir que vous pouvez aussi avoir un programme utilisateur qui discute directement avec les OCTL de Verity pour faire des opérations, mais qui est plus simple ici. Par exemple, là, j'ai juste installé un paquet qui s'appelle FSVerity Utils, qui va me permettre après d'avoir des utilitaires qui vont permettre de discuter avec le noyau. Donc l'étape 5 ici, ça va être de créer un fichier sur la partition qui est un système de fichiers Verity. Et ensuite, donc, pour le fichier, on va pouvoir avoir un hash, donc le fameux root hash. Et donc le fichier là est en lecture seule. On retrouve l'étape 5. Et par exemple, pour un attaquant qui décide par exemple pour votre service de falsifier une configuration, par exemple, il n'a pas les accès au fichier pour modifier le fichier. Par contre, FSVerity autorise donc la suppression du fichier. Donc il peut très bien supprimer le fichier et en créer un nouveau. Donc là, évidemment, le hash sera différent, le root hash, mais il faut quand même un mécanisme pour authentifier ce root hash. Sinon, comment vous savez que le fichier est bien le vôtre? Donc pour tout ce qui va être partie signature qu'on va voir juste après, j'ai utilisé un HSM. Un HSM, c'est un gros mot, mais ça veut dire Hardware Security Module. Donc il peut être sur plusieurs formes. Il faut savoir que les plus connus, c'est les petites clés USB, les YubiKey, pour ceux qui connaissent dans la salle. Le côté open source, c'est plutôt les NitroKey, c'est encore autoricant. Vous pouvez aussi avoir des HSM qui soient donc des racks PCI Express, qu'il peut y avoir par exemple dans les infrastructures cloud. Je pense notamment à AWS, Thales, qui eux fournissent donc un accès dans le cloud à ces HSM. Ou pour ceux qui bidouillent avec des Raspberry Pi par exemple, vous pouvez avoir des petits modules qu'on branche en SPI sur votre Raspberry Pi, comme par exemple le module d'Infineon, l'Optia, qui est donc un TPM. Donc oui, le HSM, par rapport à juste avoir une clé qui soit chiffrée sur votre disque, la particularité, c'est qu'ici, le HSM, c'est une enclave sécurisée. Donc votre secret est bien isolé, puisqu'il n'est jamais chargé en RAM. Ça reste vraiment dans le HSM. Le HSM donne donc des possibilités d'opérations cryptographiques, du chiffrement, du déchiffrement. Et par ailleurs, ici, ce qui va m'intéresser, c'est plus la partie signature. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de HSM qui sont propriétaires, mais dans notre cas, pour le côté open source, il y a un standard qui est le PKCS11, qui est un protocole de communication de plus en plus répandu. Ou par ailleurs, pour ceux qui connaissent sur les ordinateurs, le TPM est un peu plus répandu aussi. Donc ici, c'est une solution de développement très intéressante qui s'appelle SoftHSM. Donc SoftHSM, ça reproduit les capacités d'un HSM, mais comme son nom l'indique, en soft. Donc c'est intéressant pour des besoins de développement sur votre distribution Linux, de pouvoir avoir un HSM directement, facilement installable sans avoir du matériel acheté ou à intégrer dans votre solution. Donc SoftHSM utilise un backend OpenSSL et aussi une API crypto Botan, mais pour ma part, je vais me concentrer sur OpenSSL. Donc on a un coffre-fort qui est sécurisé, dans lequel on va avoir des espaces de stockage qu'on appelle des slots. Et dans ces slots, on va avoir nos objets, nos secrets. Dans mon cas, ça va être des clés de signature. Pareil encore, SoftHSM est disponible via un protocole de communication sur votre interface, donc qui est en PKCS11. Et par rapport à FSVerity, comment on va l'intégrer? C'est plutôt concis. Donc ça va se faire en 3 étapes. Donc on va avoir la génération des clés, donc dans mon cas des clés RSA, qui vont être faites dans le HSM. Et la clé publique va être utilisée pour être le certificat, et la clé privée pour signer le root hash dont on avait parlé juste avant, le root hash du fichier. Le certificat, on va ensuite s'en servir pour, dès qu'on veut accéder au fichier, authentifier la signature du hash. Alors là, une diapositive un peu indigeste. Je voulais faire une démonstration, mais cette forme-là est quand même facile à suivre, dans le sens où vous avez juste à suivre les flèches. Donc sur ces 9 étapes, j'ai pris une distribution que nous on développe dans l'entreprise, une distribution open source, une distribution Linux basée sur Red Hat. Donc on a vu avant OpenSUSE, maintenant une distribution Red Hat. Donc j'ai un noyau 5.15. Cette fois-ci, j'ai une configuration en plus
la Verity Built-in Signature, qui va permettre donc au noyau d'avoir le certificat dans les keyrings. Donc le keyring, c'est un espace de stockage du noyau qui est par définition sécurisé puisqu'il est dans le noyau. Donc étape 2, j'ai créé sur cette fois-ci un vrai block device, un système de fichiers ext4. Et étape 3 et 4, sur ma distribution Linux, j'ai installé donc FSVerity Utils, depuis les sources, compilées, etc. Même chose pour SoftHSM, mais ça peut aussi être des RPM ou des DEB, donc des paquets. Il faut savoir qu'ensuite, lorsque vous installez SoftHSM, vous avez un utilitaire qui est disponible, qui s'appelle SoftHSM Utils. On va pouvoir spécifier plusieurs choses. Donc, on va commencer par initialiser un token PKCS11. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer notre espace dans lequel on va mettre nos secrets. Donc, dans mon cas, je l'ai appelé RedPest Token. Et après, on va pouvoir aussi créer un code PIN qui va permettre d'accéder aux objets qui sont dans le slot. Ensuite, on installe un paquet qui s'appelle OpenSC, pour ceux qui connaissent. C'est donc un paquet qui donne accès à un utilitaire PKCS11 Tool qui va permettre donc, via la librairie dynamique de SoftHSM, d'accéder au HSM donc en utilisant le token RedPest Token que j'ai utilisé juste avant. On spécifie étape 6, donc le type de clé qu'on veut avoir. Donc j'ai mis du RSA 4096, mais évidemment ça peut être autre chose. Et après, on utilise OpenSSL pour créer le certificat. Donc le certificat, on lui spécifie le moteur PKCS11 et puis le fameux token qui permet d'identifier où est le HSM. Ensuite, donc, on a un certificat qu'on va rajouter au noyau via les keyrings. Et le certificat va être utile pour la partie sign et enable des FSVerity. Donc là, démonstration sur ma carte embarquée, distribution Linux. Étape 1, je liste les slots que j'ai créés au préalable. Étape 2, je peux ensuite créer le fichier avec créer le fichier et ensuite avec FSVerity, utiliser la fonctionnalité sign. Donc, par rapport à tout à l'heure, on ajoute une signature sur le root hash du fichier. Et le PKCS11 token qu'on retrouve permet donc d'accéder au HSM. Et ensuite, lorsqu'on a fait cette opération, on peut utiliser donc la signature. On rajoute un paramètre en plus à FSVerity pour activer la fonctionnalité sur le fichier en ajoutant la signature. Sur la droite, j'ai mis les logs du kernel pour vous montrer que tout est fait côté kernel. Donc quelqu'un qui a les accès root sur votre machine ne peut pas donc modifier le fichier parce que par définition il est en read-only. Donc ça c'est refusé par le noyau. Et étape 4, lorsqu'il essaye de créer un nouveau fichier pour essayer de remplacer le fichier, deux choses, soit il essaye de prendre la signature qui était avant pour l'ancien fichier. Évidemment il se fait rejeter parce que c'est pas le même hash pour le fichier. Ou il peut aussi essayer de refaire l'étape qu'on a fait avant, mais forcément là, il doit avoir accès au HSM, donc il doit avoir accès au code PIN. Donc ici, la sécurité est assurée par le fait que il faut avoir un accès au HSM pour la partie signature, et vous pouvez aussi avoir un système de require signature, donc un paramètre ajouté au noyau, qui fait que pour chaque fichier Verity, on va avoir l'obligation de fournir une signature. Donc la sécurité ici, c'est que tout doit passer par le HSM, puisqu'en fait, le certificat qui est dans les keyrings du noyau, il faut que la personne qui veuille créer un fichier Verity utilise la même clé privée que celle qui a été utilisée pour générer le certificat. Donc de ce fait-là, toute la sécurité repose sur l'accès au HSM. Un autre environnement qu'il est possible d'utiliser, qui s'appelle donc un Trusted Execution Environment, qui là cette fois-ci ne dépend pas du matériel par rapport à un module HSM, mais cette fois-ci va dépendre du SOC, va dépendre de votre carte. Pour ceux qui connaissent, sur Intel, nous avons le Intel AGX, et sur ARM, l'ARM Trust Zone. Et ce qu'on veut, nous, ça va être utiliser les mêmes fonctionnalités d'un HSM,
mais cette fois-ci par rapport à un TE. Donc ça va être utiliser un espace de stockage sécurisé pour nos clés de signature, sans matériel. Enfin, le matériel, ça va être donc notre plateforme ARM, mais je veux dire sans matériel, sans vrai HSM. Donc il existe Opti. Donc Opti, c'est assez connu dans le monde embarqué, mais ça permet d'avoir donc un environnement d'exécution isolé du fait de l'isolation matérielle dans le cas d'ici de l'ARM Trust Zone. Donc sur la figure de droite, on distingue deux mondes, le monde non sécurisé et le monde sécurisé. Le monde non sécurisé, ça va être là où tourne votre système d'exploitation, dans notre cas un Linux. Et le monde sécurisé, ça va être là où tourne OptiOS, donc auquel on n'a pas accès, vu que c'est basé sur l'ARM Trust Zone. Donc il y a des niveaux d'exécution privilégiés par rapport au Secure Monitor, qui permet donc de basculer d'un monde à l'autre via des API. Donc il y a un driver à rajouter au noyau pour avoir le support d'Opti et discuter avec Opti. Il faut savoir que dans les Trusted Applications, donc ça va être les applications qui vont tourner dans OptiOS, on peut créer par exemple une application PKCS11 qui va ouvrir un canal entre notre monde Linux et OptiOS. Donc on va pouvoir utiliser les fonctionnalités d'un HSM, par exemple les génération de clés de signature, via du PKCS11 et donc avoir au final ce que propose un HSM, et cette fois-ci donc avec Opti. Alors pour mes tests, j'ai utilisé une carte de chez SolidRun qui embarque donc une plateforme ARM, donc un SOC IMX8MP qui est assez répandu dans l'embarqué. Donc deux choses, si vous voulez faire ça chez vous, il faut installer donc OptiOS et OptiClient et rajouter le support du PKCS11 parce que par défaut il n'est pas activé. Et donc je vous ai mis deux liens, des liens disponibles sur le Git d'Opti pour avoir donc accès à l'application Trusted Application Opti, PKCS11. Et le deuxième lien, c'est tout ce qui va être documentation à suivre pour utiliser Opti chez vous sur la plateforme ARM, qui a le support d'Opti. Donc la dernière étape, ça va être de reproduire ce qu'on a fait au préalable avec SoftHSM, et cette fois-ci en utilisant OptiOS. Donc avec cette fois-ci, j'ai uniquement utilisé OpenSC qui discute avec OptiOS uniquement via PKCS11, le standard de communication dont je parlais tout à l'heure. Donc première étape, ça va être vérifier que tout fonctionne, c'est-à-dire avoir accès à la Trusted Application Opti. Donc on utilise la librairie dynamique côté client. Étape 2 et 3, ça va être comme tout à l'heure, on recrée un coffre-fort dans lequel on spécifie donc le token PKCS11 qu'on utilise. Et étape 3, ça va être donc créer le code user, le petit code PIN, qui va servir après pour l'étape 4 et 5, pour l'étape 5, pour générer donc la clé, la paire de clés public-privé RSA qui va nous servir pour la partie signature. Donc on recrée le certificat de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci en utilisant donc le token PKCS11 d'Opti. Et on ajoute le certificat dans les keyrings de la même manière qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, quand on crée le fichier, c'est encore la même chose, sauf que là, évidemment, le token PKCS11, c'est plus celui du SoftHSM, mais celui de Opti. Et encore une fois, les logs sur les côtés pour vous montrer que tout est fait dans le noyau. Pour conclure, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu. Donc FSVerity permet de vérifier l'intégrité de fichiers, donc via un arbre de Merkle. La partie signature est assurée du fait qu'on ajoute le certificat dans le noyau, dans les keyrings, et donc permet d'authentifier les signatures qu'on utilise donc pour le route hash de chaque fichier. Il existe donc plusieurs formes de HSM, on a vu ça, et on peut utiliser aussi une application Opti pour avoir un canal PKCS11 de la même manière qu'avec un HSM. Donc tout ça dépend évidemment du matériel que vous avez.
un petit avertissement par rapport à l'utilisation d'OpenSSL. J'ai utilisé une version d'OpenSSL, d'OpenSSL avec donc, le support de PKCS11. C'est plus le cas dans le sens où, à l'heure actuelle, les engines ont été deprecated, donc plus utilisables. Donc soit vous pouvez utiliser un composant dans le user space que vous faites vous-même, soit vous utilisez une version d'OpenSSL. Et là, ici, vous avez le commit, j'ai mis le lien, qui explique donc que si encore du monde intéressé sur la feature, vous pouvez contribuer à FS0 Utilities pour ajouter le support via les versions récentes d'OpenSSL. Merci de votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Donc, il faut savoir que ce projet-là, on l'a fait en développement. Donc, pardon, oui, répétez la question au micro. La question, c'était qu'est-ce qui justifie qu'on a utilisé ces solutions-là et pas un vrai HSM en SPI, par exemple. Donc là, pour les besoins de développement, on a fait avec SoftHSM, mais sur la plateforme ARM qu'on avait, on a préféré utiliser Opti du fait de l'isolation matérielle. Et puis aussi, en termes de coût, là, c'est un projet de développement qu'on va mettre en place en production. Donc pour la partie coût, voilà, c'est quand même intéressant d'utiliser directement le moins de ressources possible. Et vu que notre plateforme a été supportée avec Opti, c'était quand même plus simple. Ouais. Donc la question c'était quand est-ce qu'on signe les fichiers. Donc je vais revenir à la diapositive. Par exemple celle-ci. Donc lorsqu'on crée le fichier, j'étais un peu vite sur cette diapositive, mais lorsqu'on fait le sign, ça crée donc le fichier, la signature du fichier. Et donc sur FSVerity utilise l'arbre de Merkle jusqu'à arriver root hash. Et le root hash donc, va être signé à cette étape ici. Donc la question c'était, on a besoin du HSM, donc à cette étape-là, oui. Le HSM ici, c'est le lien du token PKCS11 qu'on voit juste en dessous, avec ici Hunter code pin, donc ça veut dire qu'on accède au HSM à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc la question c'était, question humour, le module optique, comment on fait pour le signer? Donc là, c'est une chaîne de Secure Boot, dans le sens où Opti, tout ce qu'on a vu là, c'est beaucoup d'étapes de création de firmware, de la chaîne de bout en bout. Et j'avais préparé une petite slide en annexe. Pour expliquer un peu sur les plateformes ARM, comment fonctionne donc, le boot flow sur ces plateformes. Et en ARM V8, de bout en bout, lorsqu'on démarre la carte, on a du microcode qui s'exécute dans la ROM, et via plusieurs mécanismes d'authentification de chaque étape, il y a la plateforme Opti, qui est juste avant le démarrage du bootloader. Et donc là, c'est ce qui est intéressant, c'est que tout ça donc, est fait de bout en bout. Chaque étage vérifie le précédent et le suivant, etc., jusqu'à arriver au noyau et au monde user space. Donc la question c'était comment est-ce qu'on utilise ça dans la mise à jour du système de fichiers. Est-ce que le système de fichiers qui fait? Ah oui, d'accord, donc je vais faire court parce que c'est la dernière question. Non, en fait c'est vraiment au cas par cas au niveau du fichier en lui-même. Donc comme je disais, il faut forcément avoir un système de fichiers avec le support de Verity. Et nous, on l'a utilisé pour un ou deux fichiers de configuration.
Donc c'est un cas particulier, quoi. Par rapport à DemVerity, où c'est tout le système de fichiers qui est en lecture seule, là, c'est uniquement un fichier un par un, quoi. Voilà, tout à fait. Quelques fichiers, ouais. Bon, bah, merci de votre attention. Je vous laisse avec Stéphane pour le petit stockage. Merci.